Bienvenue au podcast de Booklast, notre série de podcasts internationaux qui s'appelle Bridging the Divide, un pont entre deux mondes, l'empathie et la traduction littéraire. La série présente une sélection des meilleures traductions publiées cette année au Royaume-Uni par 10 maisons d'édition indépendantes et un invité spécial. Cette conversation est enregistrée par l'Internet. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer le romancier, essayiste, critique et poète marocain le plus vendu au niveau international, Tahar Benjelloun. Bonjour Tahar Benjelloun. Bonjour Georgia, bonjour. Vous avez beaucoup écrit sur la culture marocaine, l'expérience des immigrés, les droits de l'homme et l'identité sexuelle. Auteur intervenant en politique, le terrorisme expliqué à nos enfants est votre troisième livre d'une série dans laquelle les titres précédents sont sur le racisme et l'islam expliqués. Cela prend la forme d'un dialogue semi-imaginaire entre vous et votre fille. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? J'ai une vocation pédagogique parce que j'ai des enfants qui me posent des questions et j'imagine que dans beaucoup de familles, des enfants posent des questions parfois embarrassantes, parfois difficiles à leurs parents, notamment quand il y a des attentats terroristes et qu'on ne comprend pas pourquoi des innocents meurent comme ça. Alors j'ai essayé un peu d'aller à la racine de ce phénomène et j'explique que le terrorisme a toujours existé en politique, que c'est une façon de faire trembler, parce que en latin, il y a le mot trembler dans le terrorisme, faire trembler les autres de peur pour accéder à quelque chose que ces individus veulent avoir par la force ou simplement pour semer la panique et la haine. Donc il fallait expliquer cela et j'utilise évidemment des mots très simples pour que les enfants puissent comprendre et je suis allé dans plusieurs classes depuis et j'utilise avec énormément de prudence les mots parce que les mots sont dangereux, il faut vraiment les définir et les enfants, quand on leur explique bien les choses, comprennent très bien. Oui, ah oui, les mots, ils ont un pouvoir, c'est... Et en même temps, je pense que nous vivons une époque très différente du XXe siècle, où le terrorisme est devenu une arme très spéciale parce que c'est une guerre des gens invisibles, un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme les virus. Et ouais. En même temps, il y a tellement d'attentats où des innocents ont perdu la vie et on ne sait pas pourquoi ni quel est le but de tout cela. Alors évidemment, notre époque est pleine de violence, mais je trouve qu'elle est moins violente que celle qu'ont vécu nos grands-parents. Les années 30-40 étaient quand même avec une guerre mondiale terrible. Nous n'en sommes pas là, mais nous sommes dans une tension permanente parce que le monde actuel est un monde planétaire où il y a une mondialisation qui accentue les inégalités et les injustices sociales et politiques. Donc, nous vivons dans un monde très perturbé. Donc, pouvez-vous décrire brièvement à nos auditeurs anglophones les racines du terrorisme en France et quels sont les objectifs présumés des terroristes ? Alors, il faut bien comprendre que en France, d'ailleurs, c'est la même chose pour les autres pays européens, même la Grande-Bretagne. Le terrorisme, il a une origine fixe qui est quand même une partie du Proche-Orient qui a été captée par un soi-disant émir qui est mort depuis, le Baghdadi, et qui voulait former ce qu'il appelle un État islamique qui régnerait sur le monde. Quand on voyait par exemple les films de James Bond, ça vous allez bien comprendre, il y a toujours dans les James Bond
Un illuminé, un fou, un méchant, un dictateur qui se réfugie dans une île et qui veut refaire le monde à sa façon et gouverner et dominer le monde entier. Et tous les James Bond se terminent bien sûr par la destruction de ce projet terrifiant. C'est à peu près la même chose avec le terrorisme d'origine islamiste, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'islam, mais l'islam n'y est pour rien, pour justement répandre une idéologie, une politique qui est contre les libertés individuelles, qui est contre la femme absolument, qui est contre la démocratie. Et ça a toujours existé, des gens qui ne veulent pas de la démocratie et de la justice et qui veulent dominer d'une manière brutale et horrible. Pour revenir à la France a joué plusieurs rôles dans la politique au Proche-Orient, et au Proche-Orient, au Maghreb, en Afrique, en tout cas surtout au Proche-Orient, et en Iran aussi. Et ce terrorisme au nom de l'islam règle des comptes avec la France qui a appuyé certains régimes contre d'autres, qui a intervenu dans des pays, etc. Donc la France, elle a quand même une politique secrète étrangère qui parfois provoque des réactions violentes de la part des éléments justement qui s'appuient sur le terrorisme international pour punir la France. Comme par exemple, je donne un exemple très et là la France n'y est pour rien, lorsqu'il y a eu les caricatures du prophète Mahomet publiées au Danemark, les journaux français, dont Charlie Hebdo, avaient publié certains de ces dessins et ces caricatures, et il y a eu des éléments intoxiqués bien sûr et surtout téléguidés par l'État islamique, par la Qaïda, enfin tous ces mouvements anti-occidentaux qui ont dit il faut punir les journalistes qui osaient toucher à la personne de notre prophète. Et là évidemment ils sont allés, ils ont assassiné toute la rédaction de Charlie Hebdo. Ça a été une horreur absolue le 7 janvier 2015. Donc on est dans une situation de règlement de compte, de punition, de réaction, ce qui fait que les États démocratiques doivent tenir compte de l'existence de cette menace qui vient d'une manière invisible et imprévue. Alors, la France a été présente en tant que colonialisme en Algérie surtout, et aussi elle a eu une présence au Liban, en Syrie, etc. Donc elle est impliquée dans l'histoire de ces pays. Parfois ça revient 40, 50 ans après par cette violence-là. Mais le terrorisme n'est pas justifié et ne peut pas être justifiable, quels que soient les problèmes causés par tel ou tel État. Et votre récit montre comment l'islam ne peut pas être réduit à une seule idée. Les extrémistes d'extrême droite occidentaux confondent le wahhabisme, qui est la forme islamiste fondamentaliste sunnite pratiquée en Arabie saoudite, et l'islam dominant, ce qui renforce ainsi l'extrémisme islamique. Quelles sont les écoles de pensée islamiques les plus modérées et compatibles avec la démocratie et les droits de l'homme, qui pourraient être débattues en public par les dirigeants occidentaux en tant qu'antidote au radicalisme? Bon, vous avez bien dit qu'il y a quand même deux grandes lignes, deux grandes idéologies de l'islam sunnite, c'est-à-dire l'islam orthodoxe, lui, fondamental. Oui, je parle, oui. Le chiisme qui est une distance, une division, enfin qui est venue après la mort du prophète. Je parle du sunnisme qui est le plus dominant. Dans le sunnisme, il y a deux écoles. Il y a l'école wahhabite dont vous avez parlé, qui vient d'un théologien de l'Arabie du XVIIIe siècle, qui lui a fait une lecture du Coran
totalement littéraliste, c'est-à-dire au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de symbole, il n'y avait pas d'interprétation, il fallait suivre ce que dit le Coran d'une façon aveugle et déterminée, et surtout être très dur et n'avoir aucune pitié pour ceux qui sortent de l'ordre établi. Et puis l'autre l'islam, je dirais, normal. Je n'aime pas le mot modéré parce que c'est normal. Celui qui est normal, oui. On peut pratiqué par la plus grande nombre oui, c'est ça. Un peu partout. Et qui est un islam comme les deux autres religions monothéistes, il y a les mêmes valeurs et qui ne cherchent pas à tuer les autres à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais cet islam-là a été totalement, il a disparu du radar. On ne voyait que l'islam du terrorisme et de la violence. Et ça, c'est ce qui a fait un peu un grand malheur aux musulmans en général dans le monde entier, à tel point qu'aujourd'hui, vous dites à quelqu'un aux États-Unis, I am Muslim, c'est comme si vous dites, je suis un terroriste. Alors, les Américains, là, ça, en ce moment, c'est de la stupidité de certaines personnes qui sont ignorants. Ignorants, mais surtout quand il y a évidemment un George Bush ou un Trump qui manifeste une ignorance crasse de tout ce qui n'est pas américain. L'islam, on a pris un grand coup. Et puis vous avez par ailleurs des États du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui est un État wahhabite, et en même temps qui tend la main à l'Amérique, qui se fait exploiter par l'Amérique, qui négocie avec les ennemis des peuples arabes musulmans. Enfin, c'est quand même, il y a une confusion énorme. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, être musulman n'est pas bien vu, ni en Europe, ni en Amérique. Dans le terrorisme expliqué à nos enfants, vous écrivez sur la mort de votre cousine, Laila Alaoui, tuée lors d'une attaque terroriste à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Les musulmans sont souvent victimes de l'extrémisme wahhabite, les sunnites et les chiites sont en désaccord, tandis que les États-Unis et Israël sont les deux principaux États nucléaire au monde considéré comme la plus grande menace à la paix mondiale par un large nombre de citoyens. Les visions du monde occidental et islamique sont-elles si fondamentalement incompatibles qu'elles sont destinées à un conflit perpétuel? Que faudrait-il pour que ce fossé soit comblé, à votre avis? Le fossé est immense parce que on le remarque quand il y a des attentats comme celui de Ouagadougou où la petite Laila, artiste magnifique, a perdu la vie. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a des milliers d'autres personnes anonymes qui sont mortes sous le coup de bombes lancées dans des gares, dans des trains, dans des avions, etc. Donc on est dans une espèce de turbulence, d'une très grande violence un peu partout dans le monde. Et pour qu'il y ait une compréhension entre les civilisations, il faut d'abord reconnaître que les civilisations et la culture sont fondamentales pour vivre ensemble. Et que les civilisations ne sont pas faites pour se faire la guerre, pour se contredire, mais pour dialoguer et pour coexister. Je donne un exemple qui est d'actualité et qui est très précis et très scandaleux. En ce moment, il y a un virus, comme tout le monde sait, qui menace la planète entière. Et hier, là, il y a un laboratoire français qui est en train de faire des recherches pour trouver un vaccin. Et le patron de ce laboratoire a reçu beaucoup d'argent américain. Et il a dit, si demain nous trouvons un vaccin, les premiers servis seront d'abord les Américains. C'est déjà, ça c'est un exemple que nous comprenons aujourd'hui parce que nous vivons dans cette épreuve, cette douleur. Voilà une chose nouvelle, parce qu'avant quand le Pasteur a découvert de quoi lutter contre les infections comme la tuberculose ou
ou la peste, ou ça, il l'a pas fait pour son quartier, il l'a fait pour la planète entière. Ouais. Et aujourd'hui, la planète entière bénéficie des recherches de Pasteur et d'autres chercheurs et d'autres savants. Et à partir du moment où on va acheter les chercheurs, dire ça c'est à moi parce que moi j'ai plus d'argent que toi, donc je vais d'abord soigner mon peuple. Ça c'est un point. C'est terrible. Un point terrible, et ça c'est déjà la faillite du dialogue et de la concordance entre les États. Et on voit très bien depuis l'arrivée d'un type comme Trump, la lutte qu'il mène contre l'Europe, qui veut absolument que l'Europe disparaisse, et c'est une ambition qui malheureusement, s'il est réélu en novembre prochain, il peut réussir à dynamiter l'Europe. Donc, les cultures ne communiquent plus, les civilisations s'excluent les unes des autres, donc c'est une guerre qui est menée et qui a des répercussions sur la vie quotidienne des gens les plus simples. En France, sous Covid-19, est-ce qu'il y a eu la même appréciation du rôle que jouent les minorités ethniques dans le maintien de l'économie et du système de santé qu'ici en Angleterre? Alors là, nous on a ici beaucoup de problèmes parce que l'épidémie a été très très mal gérée dès le départ. Parce que le gouvernement Macron n'a pas beaucoup d'expérience. Macron lui-même n'a pas d'expérience. C'est un jeune qui n'a pas vécu, qui n'a pas d'épreuves dans sa vie. Donc il a traité ça d'une façon un peu technique et pas réellement scientifique et humaine. Ce qui fait que par exemple on a été privé de masques jusqu'à il y a 3 jours. Ce n'est que depuis lundi 11 mars qu'on trouve des masques dans les supermarchés. Et si la France avait des masques qu'il fallait dès le mois de février, on aurait évité des milliers de morts. Bon, par ailleurs, on a remarqué effectivement, et ça c'est nouveau, que le système sanitaire français est un des meilleurs du monde, sauf que depuis une trentaine d'années, tous les gouvernements ont essayé de le casser parce qu'il coûte de l'argent, et à chaque fois on a essayé de retirer de l'argent à la santé, on a retiré de l'argent à la santé pour la mettre à la défense ou à la police, et on a fermé des hôpitaux, on a fermé des lits, ce qui fait que lorsque l'épidémie est arrivée, la France était très très mal préparée, ce qui n'est pas le cas d'un pays comme l'Allemagne qui a affronté l'épidémie avec beaucoup plus d'efficacité que la France. Et on a remarqué aussi qu'il y a quand même en France, et ça c'est un chiffre qu'ils ont oublié de donner, quelque chose comme 12 000 médecins et professeurs de médecine d'origine maghrébine par exemple. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc., qui ont fait des études ici, qui sont restés, ils sont devenus français et qui sont dans le système sanitaire français. Il y a aussi tout le personnel, les aides-soignants, les infirmiers, sont dans une grande majorité d'origine lointaine, soit des territoires d'outre-mer, soit du Maghreb, soit de l'Afrique, etc. Et tout cela, on ne le dit pas. Maintenant, évidemment, tout le monde applaudit à 20h les soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers, mais il faut quand même reconnaître que la France du Front National, enfin du Rassemblement National, qui voulait et qui veut mettre dehors tous les étrangers, eh bien, si on avait passé ces médecins et ces aides-soignants d'origine étrangère, eh bien, la France aurait été complètement sinistrée. Ouais. Donc, il y a quand même, maintenant, je ne sais pas s'ils vont le reconnaître officiellement, mais les gens, on le voit par exemple dans les interviews dans les hôpitaux, on voit beaucoup, moi j'ai remarqué, il y a eu plus de noms d'origine maghrébine que de noms d'origine française que je voyais à l'écran des médecins, des professeurs qui étaient invités pour discuter du problème du virus. Marginaliser et harceler les musulmans risque de les radicaliser et de transformer les jeunes en djihadistes. Malgré les discours élégants prononcés par le président Macron, les CRS se comportent souvent hors la loi.
Comment pensez-vous que l'État pourrait contrôler ses forces de police et leurs bavures? Est-il possible que les conséquences toxiques du colonialisme puissent être mieux reconnues pour réévaluer le récit public sur l'islam et la politique sociale républicaine? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Ah oui, c'est lourd, c'est lourd. Non, la police française fait ce qu'elle elle est animée par une volonté de défendre la loi et de défendre le droit, la démocratie. Elle est animée par cette volonté. Mais parfois il y a des débordements et il y a ce qu'on appelle des bavures. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque elle met les pieds dans des territoires que l'État français a négligés, a sous-traités, sous-alimentés, marginalisés, je parle de la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est 93, département des banlieues où vivent des millions d'immigrés ou de Français pauvres, etc. Eh bien, on découvre, par exemple, que la Seine-Saint-Denis, il y a 27% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est comme si on était dans un pays du tiers-monde très arriéré. Deuxièmement, c'est le territoire où il y a le plus de chômage. Il y a presque 40% de chômeurs. Troisièmement, c'est le territoire où les hôpitaux, où il y a 3 fois moins de lits d'hôpital en Seine-Saint-Denis que dans n'importe quel autre département. Donc, c'est une région qui est déjà désignée à la violence et à la rébellion. Et de temps en temps, des jeunes se révoltent. Et à ce moment-là, la police, évidemment, elle arrive, elle tabasse, parfois elle a tué, il y a eu des morts, et effectivement, c'est une situation intenable qui, de temps en temps, jaillit comme ça. Or, aucun gouvernement, tous les gouvernements qui sont passés de droite comme de gauche, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils disent oui, les banlieues, on va s'en occuper. Ben, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait parce que, d'abord, il y a un tel échec scolaire dans les écoles parce que les écoles sont mal tenues, etc., que ça forme des délinquants. Les délinquants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du deal, ils dealent de la drogue. Et quand ils dealent de la drogue, après ils deviennent des petits barons de la drogue, et à partir du moment-là, c'est la violence, de la délinquance qui règne, et la police ne met plus les pieds dans ces territoires-là. Alors, pour revenir évidemment, quand Macron est arrivé au pouvoir, comme c'est quelqu'un que je connaissais avant, j'ai connu en 2007, qui était tout jeune, et je l'ai vu après donc, son élection, et la première chose que je lui ai dit, je dis écoute Emmanuel, parce qu'on se tutoie, tu sais, si tu as besoin que je te parle un peu des banlieues, moi j'ai travaillé beaucoup, je connais beaucoup la question, je suis à ta disposition, et je parlais aussi de l'islam. Il m'a dit oui, t'en fais pas, je t'appelle. Il m'a jamais appelé. Enfin, il m'a appelé 2 ou 3 fois pour des réunions, des réceptions, disons, etc. Mais on n'a jamais eu une séance de travail. Et jusqu'à présent, il n'est pas arrivé à s'exprimer sur l'islam. Il a promis, dès 2017, dès son arrivée, il a promis de faire une déclaration sur l'islam et la place de l'islam. Il n'y arrive pas parce que c'est un problème très complexe, très difficile. Et la France a un vrai problème avec les musulmans. Et on a essayé à droite et à gauche, justement avec Jean-Pierre Chevènement, qui est un ami et qui aussi était un ministre de l'Intérieur très important. Et bénévolement, on a essayé de former une association pour mieux faire connaître l'islam, mais ça n'a pas marché. Donc la France a un vrai problème avec l'islam et les musulmans, et elle ne fait pas grand-chose pour les comprendre et apaiser les tensions qui existent. Oui, c'est terriblement compliqué, c'est ça. C'est pas noir et blanc. Il y a des quartiers de Marseille où la police ne peut jamais mettre les pieds. C'est tenu par des petits mafias, petites mafias, des petits voyous, c'est très simple. Voilà, par exemple, ce qu'ils font, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, ils prennent des gamins de 13-14 ans, qui sont en échec scolaire. Et on les forme. Ils les engagent pour surveiller. Ils se mettent dans des points, dans des quartiers, et ils leur donnent 100 € par jour.
Alors, un gamin de 13 ans qui a 100 euros dans la poche, on voit la suite. Ouais. Et donc, c'est toute une génération qui est élevée, qui vit dans cette espèce de délinquance et de trouble qui va arriver un jour. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Misérables, c'est passé ici à Londres, c'est ça le film Les Misérables, c'est bien. Donc en tant que partisan de la laïcité, pensez-vous toujours qu'aucun compromis ne devrait être fait au nom du multiculturalisme? Non, mais là, moi je suis très 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 ferme sur cette position. Les religions doivent rester à leur place. L'islam dans la mosquée, les judaïsmes dans la synagogue, le catholicisme dans l'église. Et qu'ils ne doivent pas s'occuper d'éducation et de la politique ou de la santé. La religion, c'est une affaire personnelle, privée. On croit pas, ça regarde chacun. On n'a pas à aller justifier, ou on n'est pas obligé de suivre tout le monde. Donc, tant qu'on n'a pas respecter cette liberté fondamentale, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas faire grand-chose. Et la France est un pays laïque. Et ça, par exemple, les musulmans ne comprennent pas. Certains musulmans pensent que la laïcité, c'est l'athéisme. Je dis non. Ça veut dire que simplement, si tu crois chez toi et tu fais la prière chez toi, et tu n'as pas besoin d'aller répandre l'islam ailleurs. C'est tout. Oui, chacun a sa place, c'est ça. La géographie de la peur est un thème dans votre écriture. Il y a la crise économique, la montée du nationalisme, les fractures culturelles qui traversent l'Europe, la crise Covid-19, le matérialisme enraciné et le manque de spiritualité. Rajoutons à cela la crainte exprimée par vous et votre fille dans Le terrorisme expliqué à nos enfants, que les musulmans ne soient considérés en Occident comme des personnes dangereuses, se préparant à attaquer le monde libre à n'importe quel moment, et à leur tour, des craintes ont leur contrepartie dans les communautés musulmanes, reculant devant la belligérance occidentale. Vous sentez-vous optimiste ou pessimiste sur la possibilité que les générations futures trouvent un moyen d'avancer, ou bien chaque génération est-elle une génération perdue? Y a-t-il un moyen pour que l'Europe puisse se transformer face à ces défis existentiels? Moi, la réponse est très simple. C'est la culture qui va nous sauver. C'est pas les décisions politiques au mieux qui ne sont suivies par rien. Quand, par exemple, vous permettez à des jeunes de plusieurs générations, de plusieurs couleurs, de plusieurs origines, de former un orchestre de musique pour jouer ensemble, ou de faire du théâtre ensemble, ou de faire du cinéma ensemble. Et c'est ça qui fait que les gens se connaissent, et c'est ça où on voit qu'il y a une rencontre entre des origines parfois apparemment contraires. Et tant qu'on ne donne pas les moyens à la culture de s'épanouir et de se développer, eh bien, on restera dans cette espèce de confusion et de tension permanente, et l'ignorance va remplacer la connaissance et le savoir. Et ça, le seul moyen de lutter contre cette ignorance, c'est l'échange culturel, c'est la poésie, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est le livre, c'est la danse, c'est le chant, c'est tout ce qui peut rapprocher les peuples. Il y a des gens qui pleurent en écoutant un solo de n'importe quel musicien. Il y a des gens qui sont émus en écoutant une poésie, qu'elle soit écrite en arabe ou en hébreu ou en anglais, et qui vous donne des émotions, ce qui fait que nous sommes tous humains et nous appartenons tous à la même planète. Et tout cela, on ne le cultive pas assez. Donc, le monde maintenant davantage de moyens au gouvernement, qu'il faut qu'ils mettent davantage de moyens dans la culture plutôt que dans l'armement et d'autres domaines. Alors, le Maroc est-il un territoire familial pour vous? Avez-vous grandi dans une communauté rurale ou urbaine, et dans quelle mesure la religion a-t-elle joué un rôle? Moi, je suis un citadin à 100%. Je suis né à Fès, qui est la ville des villes. Oui. Par excellence. Donc, je suis très, très citadin.
et dans un islam extrêmement doux et tolérant et merveilleux. C'était, moi, je garde que des souvenirs merveilleux de mon éducation musulmane qui n'avait aucune trace de violence, ni de haine, ni d'intolérance. C'est ce que mes parents m'ont appris. C'est en venant en France que j'ai découvert l'islamisme, le terrorisme, etc. Donc moi, pour moi, le Maroc est un pays qui a mis la tolérance comme valeur essentielle dans sa définition. Malheureusement, le Maroc n'a pas été épargné non plus par l'extrémisme religieux, et nous avons depuis maintenant une dizaine d'années un gouvernement issu des élections qui ont été transparentes et totalement claires, un parti islamiste qui s'appelle le Parti du développement, de justice et développement. Et c'est un parti de la régression qui fait que ce parti qui gouverne, il essaie un petit peu d'aller contre les idées modernes du roi Mohammed VI, qui est un homme extraordinaire, qui a voulu sortir le pays justement de cette léthargie et de cette régression. Et il y a en douce une guerre froide entre, d'un côté, les islamistes qui sont très répandus, très populaires au Maroc, et de l'autre côté, le roi qui est un homme de la modernité, un homme du progrès, un homme humaniste, et ça se fait un peu en douce comme ça. Et par exemple, en ce moment, pour la crise du Covid-19, le roi a été formidable, il a été le premier au monde à fermer les frontières et à imposer un confinement systématique pour tout le monde et à mettre un couvre-feu entre 18h et 5h du matin, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur une population de 35 millions d'habitants, nous n'avons que 188 morts. C'est-à-dire, c'est rien par rapport à la France qui est à 28 000 aujourd'hui. Oui. Avez-vous déjà fait le Hajj, le pèlerinage à la Kaaba à la Mecque, qui fut annulé cette année pour la première fois de son histoire? Oui, mais je l'ai fait dans des conditions un peu spéciales. En 1974, j'étais envoyé par le journal Le Monde pour faire un reportage, pour la première fois dans Le Monde, un reportage sur le pèlerinage vu de l'intérieur. C'était en 1974, j'étais un très jeune journaliste et j'ai fait le Hajj, mais comme je l'ai fait pour des raisons non religieuses, je ne crois pas qu'il compte dans la de ma biographie. Ah oui, ok. Vous avez été emprisonné pendant 18 mois en 1966 pour avoir participé à des manifestations étudiantes à Casablanca. Avez-vous écrit un livre sur ces expériences? Oui, ça s'appelle La Punition, qui est paru il y a 3 ans. Ouais. Mais c'était pas une prison normale, on était retenus dans un camp disciplinaire de l'armée marocaine. Et ils disaient à nos parents que nous faisions le service militaire, alors que c'était pas un service militaire, c'était un service punitif. On était punis. Ça, c'était il y a très longtemps. Okay. Mais le livre s'appelle La Punition. Il a eu un succès en France parce que les gens ont découvert un aspect de mon histoire et un aspect aussi de l'histoire du Maroc. La littérature en traduction peut-elle changer les perceptions de notre monde et comment cela est-ce que cela unit les gens et augmente, disons, l'empathie ou disons la compréhension d'autrui? Ah, c'est évident. Ouais. Moi, toute ma culture, j'ai l'impression à la traduction. Je ne suis pas capable de lire en anglais. Heureusement que j'ai lu dans une très bonne traduction en français. La même chose pour la littérature latino-américaine qui m'a nourri, qui m'a beaucoup influencé. Bien sûr, la traduction est fondamentale. Et d'ailleurs, les siècles de lumière de l'islam, c'est l'époque où il traduisait énormément des philosophes grecs vers l'arabe. Après, de l'arabe, ils ont été traduits au latin, au français, en anglais, etc. Donc, la traduction, c'est le summum de la civilisation et de la culture et de l'échange. Avec le succès et la renommée viennent la pression et la responsabilité. Comment parvenez-vous à laisser tout cela derrière vous pour créer un espace calme quand vous vous asseyez devant votre bureau pour écrire? Moi, ça ne me touche pas du tout. Je suis un homme très simple, je suis chez moi, je travaille et je ne cherche pas les lumières.
Je ne suis pas une star de cinéma, je suis un écrivain et un peintre qui fait son travail tranquillement à la maison, c'est tout. Ah. Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Les jeunes d'aujourd'hui, je vois par exemple, ils sont en avance pour la lutte contre la lutte pour que l'environnement soit respecté. Ils sont dans l'écologie, la plupart des jeunes aujourd'hui, et ils voient que la planète que leurs parents et leurs grands-parents ont saccagée ils veulent récupérer une planète propre, et c'est les jeunes qui nous donnent l'espoir. C'est pas du tout les vieux. Eh bien, et vous travaillez, on peut s'y attendre, les fans, all your fans, les fans de votre écriture. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en ce moment que vous êtes en train d'écrire? D'abord, j'ai un livre qui doit sortir. Malheureusement, il devait sortir maintenant. Il va sortir peut-être au mois d'août ou septembre. Et j'ai fait un livre pour les enfants encore. Pour les enfants à partir de 12 ans, ça s'appelle Philosophie pour nos enfants. Les concepts de la philosophie, une centaine de concepts, très simplement à des enfants pour qu'ils comprennent ce que c'est que le droit, ce que c'est que la justice, ce que c'est que la morale, ce que c'est que la peur, ce que c'est que l'amour, ce que c'est l'amitié, etc. Ce sont des concepts quotidiens que nous utilisons tous les jours et on ne va pas attendre d'arriver en terminale pour apprendre la philosophie. Donc j'ai fait ça pour les enfants. Et j'espère qu'il sera traduit en anglais et que les petits anglais, eux aussi, vont en profiter. Merci pour cette merveilleuse interview. Le terrorisme expliqué à nos enfants de Tara Benjeloun est publié par les éditions du Seuil et en Angleterre par Small Axes Hope Road. Ce podcast est créé et enregistré par Book Blast. Pour écouter d'autres numéros dans cette série, visitez le journal en ligne The Book Blast Diary et le Book Blast Podcast. Sinon, Book Blast est sur Twitter. Un grand merci à Rupert Such pour le montage audio et au compositeur de la mélodie thématique Edward Campbell, ainsi qu'à Tara Benjeloun pour son temps et d'avoir fait cette interview.